Bonjour Gabriel Périès. Bonjour. Vous êtes professeur de sciences politiques à Télécom École de Management. Le groupe de recherche Ethos auquel vous appartenez organise avec le laboratoire CERI de Sciences Po Paris une journée d'études le 5 mai 2011 intitulée « Technologie de la sécurité, mobilité et exceptionnalité ». Première question, que signifie cette notion d'exceptionnalité ? Alors oui, c'est une notion un petit peu étrange qui renvoie à un comportement de l'État assez particulier puisque c'est l'État lui-même qui sort de sa propre légalité. En quelque sorte, pour restaurer sa souveraineté, restaurer un ordre qu'il sent contesté, son ordre, il va réactualiser, il va relancer le monopole effectif de la violence légitime dans son exercice et finalement se mettre à agir avec ses propres normes, en dehors de la légalité commune. À partir de ce moment-là, on peut trouver des exemples dans l'histoire. On a, sur le plan historique, le coup d'État, la tentative de coup d'État contre De Gaulle, qui a produit l'application de l'article 16 en 1961, dans les journées du 23-24 avril, et cet état d'exception s'est prolongé jusqu'en septembre. De même, on a la crise de 2005, où, dans certains endroits de la banlieue, au moment des grandes émeutes, il y avait, en effet, des zones placées sous état d'urgence. Une autre, par exemple, une autre crise, et celle de la crise qui se maintient dans la durée, apparemment, c'est l'état d'exception illustré par l'état du Vigipirate, qui renvoie une nomenclature, feu rouge, feu orange, feu vert, et cet état d'exception, depuis 1985 à peu près, est considéré comme pratiquement permanent, puisqu'il concerne l'application de la violence, y compris parfois par les forces armées elles-mêmes. Vous dites d'ailleurs à ce sujet que l'état d'exception a tendance à se généraliser dans notre société interconnectée grâce aux technologies numériques de l'information et de la communication. Oui, en effet, là, on peut considérer qu'il y a là une mise en réseau de la normativité de l'exceptionnalité, où il y a, à travers les réseaux commerciaux, les réseaux d'aviation, les réseaux de communication simple, mais aussi numériques, toute une série de normes qui renvoient au Patriot Act, par exemple, qui renvoient à l'Antiterrorisme Act, qui renvoient enfin à des normes qui sortent de là, qui sont les passeports biométriques, et ce qu'on a appelé les normes PNR, Passenger Name Record, pour les voyageurs qui veulent voyager vers les États-Unis. Mais qu'y a-t-il dans ces passeports biométriques, dans ces codes-barres ? En particulier les codes-barres. Ces codes-barres qui peuvent figurer aussi sur le billet. Il y a parfois, il y a ce qu'on appelle le PNR, qui a été accepté par la communauté européenne, après quand même des débats, le fait que figure toute une série d'éléments relatifs à la personnalité du voyageur, ses convictions religieuses, combien de voyages il a fait à la Mecque, s'il mange halal, ses habitudes alimentaires, avec qui il voyage, quel est son co-voyageur, si j'ose dire, s'il est allé au Pakistan, quel est aussi le numéro d'identification parfois de sa carte bleue. Donc on a là toute une série d'éléments qui renvoient en fin de compte à des éléments privés. Des données personnelles numérisées, n'est-ce pas la construction d'une nouvelle identité pour les individus ? C'est une identité qui est prise dans l'exceptionnalité, puisque c'est au nom du Patriot Act, du Antiterrorisme Act, que tout ça se déploie. Et en même temps, cela crée une nouvelle identité numérique qu'on pourrait appeler imago, qui est une identité numérique qui est mise dans des bases de données numériques et qui va servir à identifier une personne au-delà même de son identité légale. C'est une identité placée sur surveillance, si on peut dire, et construite par l'appareil sécuritaire. La reconstruction numérique des identités dans une optique sécuritaire ne constitue-t-elle pas un danger pour la démocratie ? On peut considérer qu'il y a des risques pour la démocratie, ou du moins un amoindrissement de ses capacités réactives, puisque à partir du moment où on va se mobiliser contre ce type de création d'identité suspecte, à partir de ce moment-là, on peut aussi à son tour devenir un suspect. Donc rentrer dans ce système curieux qui veut qu'on devienne parfois même un ennemi de l'intérieur si on est pris dans ces filets de la contestation d'un ordre qui se prétend exceptionnel. Merci Gabriel Périès. À bientôt.